Ok. Donc déjà, bonsoir à tous. Bienvenue, comme l'a dit mon collègue David, bienvenue dans les locaux de Whiskel, bienvenue parmi Whiskel. Donc ce soir, on est là justement pour parler un peu d'Amazon, pour parler d'IAM, parler d'authentification, parler de toutes ces choses qu'on cache un peu sous Amazon souvent. En premier, je vais déjà vous parler juste de l'open feedback, qui est une chose qui est très importante pour nous. L'amélioration continue, une de nos valeurs. Et donc, c'est très important pour nous si vous pouvez prendre quelques secondes pour au moins nous donner votre avis sur ce meetup, sur les présentations que vous allez voir, sur les choses que vous voyez qu'on pourra améliorer. Le but est de faire que les prochains meetups soient mieux, soient plus adaptés à ce que vous recherchez du coup. Donc, sans plus attendre, première présentation. Donc, du coup, AWS IAM, le but c'est de comprendre l'IAM d'AWS qui est parfois un peu abscon, qui peut parfois être complexe à appréhender parce qu'il y a beaucoup de strates, beaucoup de couches, beaucoup de mots, beaucoup de buzzwords aussi autour. Et donc d'essayer d'arriver à se dépêtrer un peu de tout ce vocabulaire, de comprendre de quoi on parle, de comprendre ce que ça touche et de comprendre pourquoi c'est compliqué surtout. Mais d'abord, comme je le disais, vous êtes aujourd'hui dans les locaux de Whiskel. Donc Whiskel, c'est quoi? C'est une entreprise qui a maintenant 7 ans, on est environ 60, disposée sur 3 sites, Paris, Nantes et du full remote. Donc on recrute sur les 3 sites pour information. Donc n'hésitez pas à contacter nos amis RH pour ça. Nous sommes du coup partenaires auprès de la CNCF, Amazon, Google, Azure, HashiCorp. Donc toutes ces entreprises-là, on est partenaires avec eux. Nous sommes aussi organismes de formation. Donc on est certifié partenaire Amazon pour les formations aussi. On fait des formations sécurité, DevSecOps, SecOps pour appréhender le SecOps, Vault, etc. Donc n'hésitez pas à nous contacter aussi là-dessus. Et je suis moi-même formateur aussi sur la partie sécurité du coup. Et moi, qui je suis? Donc moi, je suis Teddy Ferdinand. Donc je travaille chez Whiskel depuis 2019. Donc ça fait 3 ans quasiment. Je suis aussi blogueur, donc certains me connaissent peut-être par ce biais-là. Donc j'ai un site web sur lequel je publie des articles assez souvent et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. Et donc pour ma part, je suis aussi community builder auprès d'AWS et je suis aussi certifié Amazon. Donc, un petit disclaimer sur cette présentation. Donc, quelques petits avertissements. Cette présentation va être pleine de franglish. J'y suis pour rien. Amazon utilise plein de mots en anglais et j'aurais pu vous mettre les traductions en français, mais personne n'aurait compris de quoi je parlais. Cette présentation, sans grande surprise, comporte beaucoup de mots qui sont liés uniquement à Amazon, mais pas que. Vous allez voir qu'on retrouve beaucoup de mots qu'on pourrait retrouver dans n'importe quel service qui parle d'authentification ou d'identification. Et je vais vous mentir plusieurs fois, mais c'est pas grave parce qu'en fait, il y aura mon ami Donald qui me reprendra dès que je vous mentirai. Donc normalement, ça devrait aller. Donc déjà, c'est quoi l'IAM d'Amazon? Donc si on se fie à la documentation Amazon, c'est un service qui permet de contrôler les personnes qui s'authentifient et sont autorisées à utiliser des ressources. Vous allez me dire, c'est bien gentil, mais je ne comprends pas trop ce que c'est. C'est normal. En gros, on a plusieurs fonctions principales dans l'IAM. On va avoir la gestion des permissions des utilisateurs ou des applications. Il faut savoir qu'Amazon fait les deux. On reviendra sur cet aspect-là. On va voir le fait de pouvoir suivre un utilisateur, c'est-à-dire en se positionnant vraiment dans un modèle trustless. Donc, quand on veut être dans une architecture zéro trust, c'est quelque chose qui est très important. L'IAM d'Amazon va vous permettre vraiment de suivre entièrement les utilisateurs de bout en bout grâce à CloudTrail. Vous allez être capable de suivre une session de bout en bout. Le but aussi de l'IAM, avant tout, comme tout IAM, c'est de limiter le blast radius quand vous avez une compromission. C'est-à-dire que si aujourd'hui mon utilisateur est compromis, il faut que j'ai le minimum de permissions possible pour éviter un énorme impact pour l'entreprise. Et l'IAM d'Amazon est fédérable, donc il y a un service qui s'appelle AWS SSO notamment, mais il faut savoir que vous pouvez faire du SAML de manière tout ce qu'il y a de plus standard sur AWS aussi. Donc si vous avez déjà par exemple Okta, Keycloak, etc., Auth0 par exemple, qui sont déjà dans votre entreprise, vous pouvez très bien les utiliser pour gérer de manière centralisée les autorisations près d'Amazon. Et donc, vous pouvez faire en sorte que vos utilisateurs passent entièrement par ces connexions SAML. Et donc, Benoît reviendra sur cet aspect. Il faut savoir que vous pouvez même l'utiliser en mode CLI pour aller énormément plus loin et vraiment unpower votre CLI dessus. Donc, avoir des credentials avec des durées de vie très, très courtes, donc qui permettent d'augmenter du coup le niveau de sécurité. Un mot, plusieurs objets. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, IAM, c'est très bien, mais en fait, quand on dit IAM, on parle de tout ce qui est ici.
Donc vous avez vu, c'est quand même assez drôle. On a mis un mot, mais en fait, on a des utilisateurs, des rôles, des groupes, des resource-based policy, des identity-based policy, des managed policy, des inline, des trusts, des boundaries, des SCP. On a énormément de choses et sans grande surprise, il est très facile de se perdre dedans. Parce que vous le verrez justement sur un joli schéma final, vous allez voir que c'est très simple. C'est que tous ces éléments-là rentrent en ligne de compte à chaque fois que vous faites la moindre action. Tous, sans exception. Certains sans que vous le voyez d'ailleurs. Donc là, le but, ça va être de juste décrire un peu tout ce que c'est ces mots, tout ce que c'est ces buzzwords, et de comprendre un peu ce qui se cache derrière, parce que c'est pas forcément très intuitif. Moi, je sais que la première fois que j'ai dû toucher l'IAM d'Amazon, j'avais un peu de mal à comprendre quel était l'intérêt des resource-based policy, par exemple. C'était pas forcément très clair pour moi. Donc, on va faire un peu de vocabulaire. Hein. C'est pas la partie la plus passionnante, mais c'est pour être sûr qu'on parle tous la même langue. Donc, un compte Amazon, déjà, donc c'est ce qu'on appelle un account en anglais, mais en français, malheureusement, un compte Amazon et un compte d'utilisateur, ça s'appelle un compte en français. On ne fait pas trop la différence entre les deux. Et donc, grossièrement, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un namespace. C'est-à-dire que c'est une partie isolée d'AWS qui nous est réservée, dans lequel Amazon nous garantit que tout ce qu'on fait dedans est uniquement pour nous. Ils nous garantissent l'isolation du compte parmi tous les autres comptes. Par contre, dans le modèle de responsabilité partagée d'Amazon, ça veut dire que vous êtes responsable de ce que vous faites sur le compte. Et donc, notamment, la partie identification, c'est vous qui en êtes responsable. Amazon vous donne à disposition les outils nécessaires pour faire de l'autorisation correctement. Après, ce que vous en faites, c'est plus leur problème. Si vous avez une facture de 300 000 euros parce que vous avez mal géré de l'IAM, c'est votre problème. Chaque compte est autonome. Réellement, ça, c'est le point qui est très important, c'est que vous pouvez avoir 300 comptes. Ces 300 comptes sont autonomes et gérés de manière unitaire pour AWS. Et vous pouvez néanmoins piloter depuis quelques années maintenant tous vos comptes de manière centralisée en utilisant le service AWS Organizations, qui vous permet du coup d'avoir une fédération entre tous vos comptes Amazon et d'avoir certains pilotages centralisés. Pas tous, malheureusement. Un utilisateur, du coup, comme vous en doutez, c'est une entité qui permet de se connecter à un compte Amazon. Donc un utilisateur, c'est soit via la console, soit via des clés, ce qu'on appelle les access keys, donc les AKSK, AWS Key, AWS Secret Key. Donc, il est possible de donner des AKSK à des applications, mais on reviendra dessus, c'est juste une très mauvaise idée. Si quelqu'un vous dit j'ai besoin d'un AKSK pour une application, vous lui dites juste non. Non. C'est toujours une mauvaise idée. Voilà, il faut garder ça en tête. Une application ne doit jamais utiliser d'AKSK. Si vous devez l'utiliser, c'est vraiment le dernier recours parce que vous n'avez pas le choix. Pourquoi? Parce que je pense que vous vous en doutez, c'est une API key. Une API key, ça leak facilement. Une API key, ça se partage sans que vous le sachiez. C'est difficile de suivre l'utilisation d'une API key, réellement. Du coup, pour essayer de simplifier un peu la gestion des utilisateurs, c'est qu'on va essayer de faire des utilisateurs individuels. Donc, chaque personne va avoir un utilisateur. On évite de faire des utilisateurs de service. C'est juste aussi une mauvaise idée quand on veut faire du zéro trust. Par contre, on va plutôt se dire qu'on va pouvoir assigner des groupes d'utilisateurs. Typiquement, je vais avoir une équipe d'ops. Je ne vais pas créer les droits pour chaque utilisateur à la main. Enfin, je peux le faire, ça peut être très marrant, mais au bout d'un moment, je vais avoir envie de me tirer une balle, je pense. Donc, du coup, pour simplifier les choses, Amazon a la notion de groupe, c'est-à-dire que vous pouvez centraliser la gestion de vos utilisateurs en disant je vais tous les rattacher au même groupe, comme vous l'auriez sur un LDAP, par exemple. C'est pour ça que je vous disais qu'on retrouve du vocabulaire qu'on retrouve dans d'autres systèmes d'authentification. C'est que, comme sur un LDAP, vous allez pouvoir centraliser la gestion des autorisations en disant mon groupe d'Ops, je vais leur créer un groupe Ops et je vais rattacher tous mes utilisateurs dessus. Du coup, ils hériteront tous des droits associés à ça. Les rôles, c'est justement la partie qui commence à devenir drôle. Là, la plupart du temps, je perds tout le monde à partir du moment où j'arrive là. Donc, j'espère ne pas vous perdre aujourd'hui. Donc, un rôle, c'est une entité qui est assumable. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire de l'impersonation. Vous allez pouvoir dire, je vais emprunter temporairement les droits associés à ce rôle-là. Donc, on ne peut pas se connecter directement à un rôle. C'est là tout l'intérêt du rôle, d'ailleurs, c'est qu'on ne peut pas s'y connecter en direct. On peut obtenir des droits de l'utiliser temporairement, mais on ne peut pas se dire, tiens, j'ai une access key, je vais accéder à un rôle direct. C'est juste impossible. On doit d'office passer par un autre objet authentifié. Donc, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit en préambule, on retrouve la notion de traçabilité, c'est-à-dire qu'on va être obligé de repasser par quelque chose de centralisé, par un utilisateur en amont qui va nous permettre de dire je suis Teddy Ferdinand, par exemple, et je vais assumer ce rôle-là qui va me permettre temporairement d'avoir des super pouvoirs. C'est le principe du sudo sous Linux, par exemple. C'est l'intérêt principal des rôles Amazon, c'est qu'ils sont assumables cross-account. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous vous souvenez, je vous ai dit au début que tous les comptes étaient isolés et que chaque compte est autonome et a sa propre politique de gestion, de son propre cycle de vie. L'avantage d'un rôle, c'est que vous pouvez du coup définir
votre compte central d'authentification, vos utilisateurs vont arriver et dire, depuis ce compte central, je t'autorise à accéder à tel compte, tel compte, tel compte, tel compte. Donc ça me permet d'avoir une gestion centralisée de mes utilisateurs, tout en exploitant la puissance des credentials temporaires dans des comptes satellites. Donc ça permet vraiment d'obtenir le meilleur des deux mondes. On a quelque chose de central et en même temps quelque chose qui est très volatile. Un rôle, il faut savoir que la durée maximale d'un rôle, c'est 12 heures. Vous ne pouvez pas assumer un rôle pendant plus de 12 heures. Et encore, pour avoir le droit de l'assumer 12 heures, il faut que le rôle soit configuré en conséquence. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous permet de restreindre énormément le niveau de sécurité, de réduire beaucoup de blast radius plutôt. Et donc, grossièrement, l'idée, ça va être que vos utilisateurs, vous allez leur permettre d'assumer des rôles le plus court possible. Parce que plus ils sont courts, plus ça permet, parce qu'en fait, derrière, ça reste une AKSK classique. Donc ça veut dire que vos utilisateurs, si ils committent par exemple leur clé sur GitHub, ce qui n'arrive jamais, hein, personne ne commit jamais de credential sur GitHub, s'ils committent leur clé sur GitHub, ça veut dire que votre impact est très faible. Parce que du coup, la clé, au bout d'une heure, elle est déjà expirée, sans que vous fassiez rien. Il faut savoir que vous ne pouvez pas invalider une clé sur un rôle, par contre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est sensible de ce côté-là. Autant qu'un utilisateur, si sa clé commit est commit, vous pouvez juste supprimer la clé et les droits disparaissent aussitôt. Autant qu'un rôle, vous ne pouvez pas du tout expirer le rôle avant son expiration normale. Donc si la clé leak, la clé leak. D'où le fait qu'il faut vraiment l'associer à des credentials très courtes, en fait. Donc, les policiers définissent ces autorisations. Donc, on retrouve encore, si vous vous souvenez, on a nos utilisateurs ou nos rôles, nos groupes qui sont en dessous, et à ces groupes-là, on peut rattacher des policiers qui vont dire, du coup, je vais t'autoriser à, je ne sais pas, lancer une EC2 sur AWS. Donc, il y a différents types de policies. Donc, on va revenir après sur les différents types de policies parce que c'est une notion qui est assez importante en réalité. Et vous pouvez appliquer des policies à des rôles, des utilisateurs ou des groupes. Il faut savoir que la bonne pratique sur AWS, c'est de ne pas appliquer des policies à un utilisateur. Vous pouvez le faire. Amazon, encore une fois, vous permet de le faire. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée. Vous pouvez donner des AKSK à une application, ce n'est pas pour autant que c'est une bonne idée. Là, c'est le même principe. Vous pouvez attacher des policies à un utilisateur en direct. C'est rarement une bonne idée parce qu'encore une fois, les utilisateurs sont souvent membres d'une équipe et on ne va pas gérer tous les membres d'une équipe un par un. C'est le meilleur moyen d'obtenir un drift, c'est d'obtenir du coup des droits qui vont diverger entre les membres d'une même équipe. Donc on va plutôt attacher des rôles à un groupe et rattacher ses utilisateurs au groupe directement, ce qui permet d'avoir quelque chose de purement centralisé aussi. Alors, les policies, du coup, je vous disais, il y a plusieurs types de policies. Grossièrement, il y en a 3. Donc, il y a les AWS Managed Policies. Donc, ces policies-là sont disponibles publiquement sur GitHub, il faut le savoir, et elles sont disponibles sur tous les comptes. C'est Amazon qui les déploie, et elles sont identiques partout. Tout le monde a les mêmes. Donc, c'est des policies qui vous permettent d'avoir des utilisations assez basiques. Par exemple, vous allez avoir une EC2 Full Access. Si vous attachez cette policy à un utilisateur, il pourra faire tout ce qu'il veut pour lancer des EC2, les supprimer, les détruire, les recréer, les taguer, etc. Il faut savoir que ces policies sont très génériques, comme je disais, donc du coup, elles sont souvent très ouvertes. On n'est pas vraiment sur un modèle least privilege. On va être sur un modèle qui va vous permettre d'avoir du kickstart, qui va vous permettre d'avoir quelque chose pour commencer à travailler, mais ça ne va pas être quelque chose de fin. C'est-à-dire que, par exemple, vous n'allez pas pouvoir dire « je t'autorise à utiliser uniquement cette machine-là ». Vous allez pouvoir dire « je t'autorise à utiliser les EC2 ». Point. Et vous ne pourrez pas aller plus finement dessus. Le but, Amazon ne recommande pas de les utiliser réellement quand vous êtes sur un modèle productif, mais plutôt de les utiliser comme base de travail. C'est que ça vous permet d'avoir une base qui vous permet de dire OK, si je veux utiliser un EC2, voilà les droits dont j'ai besoin pour pouvoir le faire. Ces droits est plus large, c'est-à-dire qu'après, je peux travailler dessus et les restreindre. Du coup, après, vous en doutez, s'il y a les AWS Managed Policy, on a aussi les Managed Policy tout court. Donc, les Managed Policy, à contrario, ça va être des policies que vous allez gérer de votre côté. Donc, encore une fois, c'est des choses que vous pouvez attacher à plusieurs rôles, plusieurs groupes, plusieurs utilisateurs en même temps. On reste encore sur la notion de factorisation d'AWS, c'est-à-dire que c'est une entité que vous pouvez attacher à une autre. Les policies sont mutualisables, donc c'est ça qui est surtout très important, et ça vous permet d'avoir un contrôle centralisé une fois de plus. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir créer du coup un rôle qui va dire je te permets de créer un EC2, mais en fait, dans cette policy-là, vous avez mis peut-être quelque chose qui dit je te permets de créer un EC2 uniquement si tu fais partie de l'équipe Toto. Et du coup, on est sur un modèle qui est beaucoup plus fin que celui d'Amazon déjà. C'est le modèle qui est préconisé par Amazon. Amazon préconise l'utilisation des managed policy parce que ça permet d'avoir la puissance de la factorisation tout en ayant des droits très fins en même temps. C'est le meilleur des deux mondes. Enfin, les derniers types de policy sont les inline policy. Donc, comme leur nom l'indique, elles sont inline, donc elles sont directement attachées à la ressource.
C'est-à-dire qu'en fait, elles ne sont pas du tout mutualisables. C'est comme si vous aviez créé la policy directement dans l'utilisateur, dans le rôle, et du coup, les droits ne sont pas mutualisables. C'est vraiment des droits qui sont propres uniquement à cette ressource-là. Donc, c'est pas forcément le meilleur modèle. Personnellement, j'utilise les inline policy quand je veux faire du test rapide souvent. Quand je veux juste itérer rapidement, que je suis en mode debug ou que je suis en sandbox pour essayer de trouver le droit le plus fin possible. La inline est pas mal parce que du coup, on peut travailler directement dessus, on valide, c'est appliqué directement, on touche qu'un seul rôle, donc ça n'a pas forcément d'intérêt d'aller sur quelque chose de très puissant directement. Pour travailler rapidement et faire du fast iterate, c'est adapté. Par contre, dès qu'on va commencer à vouloir travailler sur quelque chose qu'on va vouloir envoyer en production, factoriser, mutualiser, utiliser sur plein de ressources, bah, c'est plus adapté. D'autant plus que les inline policy ont quand même une limite assez forte, mais je reviendrai sur cet aspect aussi. Du coup, là, on a parlé des rôles, on a parlé des utilisateurs, on a parlé de policy, on a parlé de groupe, tout ça, c'est dans des comptes. Si vous vous souvenez, au tout début, je vous ai parlé du service AWS Organizations. Donc, AWS Organizations, c'est un service chapeau qui va être sur un compte que vous allez définir comme le compte maître de tous les autres. Depuis Organization, vous allez pouvoir piloter de nombreuses choses sur vos comptes en dessous. Donc, vous allez pouvoir les séparer dans des Organization Units, donc séparer vos comptes dans plusieurs unités de travail pour pouvoir les identifier. Par exemple, dire j'ai des comptes de sandbox, des comptes de production ou des comptes qui appartiennent à telle équipe. Vous allez pouvoir aussi appliquer des politiques à ces comptes, du coup. Et l'une des politiques au niveau sécurité, ça va être les SCP. Donc les SCP, les Service Control Policies, c'est un type de policy qui s'applique à des comptes ou à des organization units. Le gros avantage, c'est qu'en fait, elles ne sont pas du tout modifiables quand vous êtes dans le compte. Donc techniquement, si vous êtes une équipe centrale qui va vouloir gérer les autorisations, mais que vous ne voulez pas que vos utilisateurs puissent outrepasser quoi qu'il arrive un droit, techniquement, bah, par exemple, très souvent, la SCP de base qu'on va déployer, c'est une SCP qui va empêcher aux utilisateurs de désactiver le service Cloud Trail. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir empêcher que les utilisateurs puissent cacher leurs propres traces en cas d'attaque. Donc du coup, pour empêcher ça, pour être sûr que l'utilisateur n'aura jamais les droits, bah, on va mettre une SCP qui va faire un deny sur CloudTrail. Le gros avantage de faire ça, c'est que même si mon utilisateur se met des droits full admin, bah, en fait, il ne pourra rien faire. Il sera deny quoi qu'il arrive parce que la SCP est prioritaire dessus. Donc ça vous permet vraiment de restreindre au niveau d'un compte, au niveau du NOU ou au niveau de toute l'organisation. Vous pouvez très bien dire que vous interdisez des régions, par exemple. Parce que vous travaillez, je ne sais pas, uniquement en Europe, ou parce que vous avez peut-être des données GDPR qui sont très importantes que vous ne pouvez pas faire sortir de certains pays, bah vous pouvez restreindre les régions via des SCP aussi. Dire je restreins et tout utilisateur qui essaiera de sortir des régions se prendra un access denied, quoi qu'il arrive. Il ne pourra pas du tout en sortir. Donc là, je vous ai un peu bombardé avec plein de vocabulaire. Vous allez me dire, t'es gentil, mais là, j'en ai un peu marre. Et vous avez raison. Moi aussi, j'en ai marre quand on me bombarde avec plein de vocabulaire, personnellement. Donc du coup, bah, on va voir un peu ce que c'est une policy déjà. Donc une policy, c'est plusieurs blocs, comme vous pouvez le voir. Donc c'est du JSON, sans grande surprise, hein, c'est le modèle qu'on retrouve un peu partout maintenant. On aurait pu faire du TOML, mais ça aurait été vachement plus fun. Mais ils n'ont pas voulu. Donc on s'est contenté du JSON, du coup. Donc en JSON, qu'est-ce qu'on a? On a le premier champ qui va être le numéro de la version. Donc bah, comme vous voyez, il n'a pas bougé depuis 10 ans. Donc on est sur la même version d'API. Toutefois, Amazon est resté très standard au niveau RFC là-dessus. C'est que si demain il y a une nouvelle version d'API qui sort, bah, il sera possible de garder une rétrocompatibilité avec l'existant, ce qui est plutôt pas mal en fait. Ensuite, on va retrouver des blocs statements. Donc ça, vous pouvez en avoir un ou plusieurs. Et le but de ce bloc-là, ça va être de définir la liste des permissions auxquelles vous avez accès. Donc, c'est soit, du coup, comme vous pouvez le voir, donc, le premier champ, très souvent, que personne ne met parce qu'il est facultatif. Donc, comme il est facultatif, on ne le met jamais. C'est le SID. Donc, comme son nom l'indique, ça va être un statement ID. Donc, ça va vous permettre d'avoir un identifiant unique lié à ce statement, qui vous permet, dans certains cas, de le remonter lorsque vous avez des erreurs, par exemple. Dire cette action a été denied par tel statement. Donc, il est assez important, et comme il est important, personne ne le met, du coup. Moi, le premier. Du coup, le deuxième champ que vous avez là dans mon exemple, c'est le champ effect. Donc, vous avez le choix entre allow ou deny. Donc, il faut savoir que par défaut sur Amazon, tout ce qui n'est pas deny peut être allow. Par contre, le deny est prioritaire sur tout. Donc, si je mets un allow étoile, mais que je m'interdis de faire EC2, bah, je ne pourrai pas faire de C2, quoi qu'il arrive. Le deny est toujours prioritaire. Vous aurez un joli schéma à la fin qui vous récapitulera tout ça. Ensuite, du coup, on a les actions. Donc, les actions, ça va être, OK, donc c'est S3, donc là, on est sur l'API. Je vais taper sur l'API S3, donc le stockage d'objets. Et deux points, le verbe qui correspond à cette API. Donc là, en l'occurrence, ça va me permettre de récupérer un objet sur S3.
Et derrière, vous pouvez spécifier les ressources. Alors, le champ ressources est obligatoire, même si vous voulez mettre sur tout. Vous devez mettre un wildcard dans ce cas-là, donc une jolie petite étoile. Ou vous pouvez spécifier une ou plusieurs ressources derrière. Vous pouvez définir, comme là, par exemple, des ressources en étoile. Donc, vous pouvez dire, j'autorise à accéder à tous les objets du bucket, là, en l'occurrence. Vous pourriez très bien spécifier que mon utilisateur a le droit d'accéder uniquement à un objet dans le bucket. C'est possible. Donc, on va revenir après sur comment est-ce qu'on peut affiner un peu les policiers aussi. Donc du coup, voilà, le SID n'est pas obligatoire. La ressource, c'est très souvent, alors je dis souvent parce que c'est la consistance d'AWS, c'est que souvent c'est les RN, mais pas toujours. Des fois, vous allez retrouver des ID à la place. Par exemple, les security groups, c'est souvent des ID qu'on va retrouver, pas des ARN. Pourquoi? Parce qu'en fait, Amazon est sur le modèle you build it, you run it, et chaque équipe est autonome. Donc chaque équipe a ses specs, et donc on retrouve souvent ces différences sur plein de choses. Au niveau IAM, c'est très très flagrant parce qu'en fait, les verbes API sont souvent différents d'un service à un autre. Donc par exemple, si vous allez vouloir faire du taguer de la ressource, si vous allez être sur de l'EC2 ou sur du load balancer, vous n'aurez pas forcément le même verbe API pour le faire. Néanmoins, l'action reste la même. Donc on le retrouve dans l'IAM, on le retrouve dans la CLI, on le retrouve dans l'API d'AWS, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout malheureusement. Et les policiers utilisent la force du JSON, donc c'est pour ça qu'on a du JSON, c'est que, encore une fois, le but, c'est de faire de la factorisation. Donc pour faire de la factorisation, comment on peut faire? Là, par exemple, j'ai mon utilisateur qui veut accéder au même bucket, mais qui veut faire du get et du put en même temps. Donc choix 1, j'ai le droit de faire un JSON, comme vous voyez à gauche, qui du coup va faire mon premier statement qui autorise le get, mon deuxième statement qui autorise le put. Ça fonctionnera, hein. Il n'y a aucun souci, mon utilisateur pourra faire du get et du put sur AWS. Enfin, sur S3, sur le bucket, mon bucket S3. Toutefois, en fait, je suis quelqu'un d'un peu intelligent, puis je me dis, c'est un peu bête quand même de faire 2 fois le même bloc, de faire du copier-coller en changeant juste le verbe. Donc je me dis, la cible est la même, le droit est le même, je peux peut-être les réunir. Ça tombe bien, c'est du JSON, on peut le faire. Donc en fait, vous pouvez aussi mettre des listes, du coup, que ce soit au niveau des actions ou au niveau des ressources. Vous pouvez mettre aussi une liste de ressources comme cible. Ça fonctionnera de la même manière. C'est l'avantage premier du JSON aussi, hein. Et du coup, pour accéder à un bucket S3, il me suffit de créer un utilisateur ou un rôle, je lui applique une policy, je lui dis tu as accès à S3, puis voilà, c'est fini. On est d'accord du coup? Bon, je vous avais prévenu qu'il allait revenir plusieurs fois, hein. Non. Non, non, en fait, non, ça marche pas du tout comme ça. Parce que je vous ai menti jusqu'à présent, je vous ai dit qu'il y avait 3 types de policy, en fait, il y en a un quatrième. C'est les resource-based policy. Donc les resource-based policy, le principe, c'est qu'en fait, vous avez vos utilisateurs, vos rôles qui ont des policies. Il faut savoir que certaines ressources sur Amazon ont aussi des policies qui leur sont propres, notamment les buckets S3. Donc les buckets S3, en fait, ont des policies qui s'appellent du coup les resource-based policy, qui vont permettre de dire, OK, quels sont les droits que le bucket S3 lui-même autorise. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez devoir croiser les droits de l'utilisateur ou du rôle et les droits du bucket S3 pour accéder à la donnée. Ça vous permet d'avoir 2 points de filtrage en même temps. Donc tous les services ne sont pas compatibles, il faut quand même le garder en tête. De mémoire, il y en a une trentaine qui fonctionnent comme ça. Mais on va retrouver souvent les services où c'est des échanges, où c'est des messages, où c'est des fichiers. Donc on va retrouver S3, on va retrouver SQS, SNS, SES, tous les services qui vont être dans de l'échange, on va les retrouver avec ce modèle-là parce qu'en fait, ça permet d'avoir un double filtrage. Donc d'avoir quelque chose éventuellement très générique d'un côté et pas du tout de l'autre, par exemple. Ou d'avoir quelque chose de très filtré des deux côtés. Ce qui vous permet que si mon rôle est compromis, par exemple, de pouvoir quand même contrôler de l'autre côté. C'est-à-dire que si je veux vraiment take down mon bucket, il faut que je compromette mon rôle à moi ou mon utilisateur Teddy Ferdinand, et que je compromette le bucket S3 en même temps. Parce que sinon, je n'aurais pas les droits d'effectif. Donc vous l'aurez compris, le but, c'est de rajouter des points de contrôle un peu partout dans la chaîne, en fait. Donc du coup, dans le cas de mon bucket, c'est-à-dire que l'accès doit être permis par l'utilisateur ou le rôle, mais aussi par la policy du bucket. Donc comment ça se manifeste? Comment c'est une resource-based policy? Donc vous voyez qu'on retrouve globalement le même modèle que celui qu'on avait pour les ressources, pour les utilisateurs et les rôles. Donc on retrouve du JSON, on retrouve toujours notre version. D'ailleurs, si vous aurez remarqué, c'est pas la même version. Pourquoi? Parce que le service S3 est l'un des premiers services d'Amazon. Et donc, comme vous voyez, la version d'API n'a jamais évolué depuis 2008. Donc on est toujours sur la même structure depuis 2008. Plutôt long comme version d'API quand même, hein. On retrouve toujours les mêmes blocs de statement. Jusque-là, il n'y a rien qui a changé. Ce qui change, c'est qu'on a un champ supplémentaire qui est le champ principal. Donc le champ principal va dire à qui s'applique cette policy. Donc en gros, la policy getObject sur mon bucket S3 ne s'appliquera si et seulement si j'arrive avec l'utilisateur Teddy.
Donc, c'est-à-dire que si j'arrive avec le rôle qui s'appelle Teddy, bah, je me prendrai un access denied. Quand bien même j'ai les mêmes droits sur le rôle que l'utilisateur. Le but, c'est vraiment de restreindre au maximum qui peut faire quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de garantir un niveau de sécurité supplémentaire. Et donc, ce champ principal, comme tout le reste, ça reste du JSON, ça reste quelque chose que vous pouvez factoriser. Ça reste quelque chose sur lequel vous avez le droit de mettre du wildcard, comme tout le reste en fait. Vous avez le droit de mettre du wildcard si vous voulez, par exemple, permettre, je ne sais pas, tous les utilisateurs qui sont dans un pass particulier, je ne sais pas, vous avez mis tous vos utilisateurs ops dans user ops Teddy, bah vous pouvez très bien dire user ops étoile, et hop, tous vos ops y auront accès directement. Si et seulement si leur propre rôle leur permet aussi. C'est vraiment dans les deux sens que ça marche. Donc grossièrement, ça veut dire que bah, votre utilisateur IAM, là en l'occurrence dans l'exemple que je donnais, c'était utilisateur Teddy, bah, en fait cet utilisateur, il a un groupe qui lui est rattaché. À ce groupe, il y a des groupes policy, donc tout le bloc vert que vous voyez, c'est IAM en fait. Tout ça, c'est des composants d'IAM. Et le bloc bleu, c'est la partie S3, c'est-à-dire que votre bucket S3 existe avec sa ressource base policy qui lui est attachée directement. Et ça veut dire qu'en fait, quand moi je veux accéder à un objet qui est sur S3, bah, en fait, je traverse toutes ces policies-là. Et si j'en ai une seule qui me bloque en chemin, je ne pourrai pas y accéder. Donc ça vous permet de rajouter des niveaux de contrôle supplémentaires. Et donc pour un rôle, vous allez me dire, bah, c'est simple, on refait la même chose. Donc j'ai mon utilisateur, j'ai ma policy me permet d'utiliser le rôle peut utiliser le bucket, c'est bon, j'ai gagné, j'ai fini. On est d'accord? Bah, en fait, non. Non, non, ça serait beaucoup trop simple. Du coup, les rôles font aussi partie des ressources qui ont des ressources-based policy. Sauf qu'elles ne s'appellent pas pareil sur les rôles, parce que sinon, ça serait encore trop simple. Du coup, bah, ça s'appelle des trust policy. Donc les trust policy, l'idée est la même. C'est de dire, le rôle, c'est quand même quelque chose d'assez sensible, comme vous l'avez compris, puisque ça vous permet de dire, je vais assumer temporairement des droits supérieurs à ceux dont j'ai le droit normalement. Donc du coup, bah, on va vouloir les sécuriser un minimum aussi. Donc je disais tout à l'heure qu'une clé de rôle ne peut pas être expirée avant sa date normale. Par contre, vous pouvez filtrer qui a accès au rôle. Donc là, en l'occurrence, bah, mon rôle, je permets à l'utilisateur Teddy d'y accéder. Donc ça veut dire que Teddy pourra y accéder. Par contre, si un autre utilisateur essaye d'y accéder, il se prendra un denied. Parce que quand bien même sa policy à lui permet d'y accéder, si le rôle ne le truste pas, il ne pourra pas y accéder. En cross-account, on retrouvera le même modèle, c'est-à-dire que je disais que vous pouvez utiliser du cross-account sur les rôles, mais c'est exactement le même modèle, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir utiliser n'importe quel rôle de n'importe quel compte en mode YOLO, c'est bon, j'ai un rôle, j'utilise. Non, il faut que le rôle distant vous autorise à l'utiliser depuis un autre compte. C'est le même modèle, donc ça vous permet de rajouter un niveau de sécurité supplémentaire encore. Là, comme vous voyez, il y a aussi quelque chose qui est un peu particulier dans cette policy, c'est qu'en plus d'autoriser le principal Teddy, bah, j'ai aussi autorisé des services Amazon. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'utiliser une AKSK, c'est une mauvaise idée sur une machine. Voilà pourquoi. C'est parce qu'en fait, vous pouvez attacher des rôles à des services Amazon. Donc là, en l'occurrence, j'ai montré avec ECS, qui est le service de conteneur d'AWS, mais vous pouvez faire la même chose avec de l'EC2. Vous pouvez faire la même chose avec beaucoup de services qui sont compatibles avec et qui vous permettent du coup que, intrinsèquement, votre machine va savoir qu'elle a un rôle et va utiliser elle-même des credentials temporaires de ce rôle sans que vous ayez rien besoin de faire. Donc ça sera disponible via les métadatas de la machine. Donc quand vous êtes sur la machine elle-même, vous pourrez accéder à la KSK si vous en avez besoin. Il faut savoir que tous les SDK Amazon sont compatibles avec. Donc tant que vous utilisez du SDK Amazon, ils seront exploités nativement ces credentials, de manière transparente pour vous. Donc c'est vraiment comme ça qu'on commence à tirer la puissance de l'IAM. Là, vous l'aurez compris, on arrive à passer sur un modèle où mes machines exploitent des rôles volatiles sans que j'ai aucune action à faire. C'est plutôt pas mal au niveau sécurité. Et du coup, bah, si on refait le schéma de tout à l'heure, là, on commence à rajouter quand même beaucoup de petits éléments petit à petit. Jusqu'à présent, c'était simple. Je vous disais, mon utilisateur, il veut accéder à une donnée. Hop, je lui donne les accès. Bah non, en fait, je vous ai menti depuis le début. Hein, quand même. Depuis le début, je vous raconte n'importe quoi. Et en fait, pour que moi, Teddy Ferdinand, je puisse accéder à mon bucket, bah, en réalité, je suis passé au travers de toutes ces couches-là si j'utilise un rôle. Donc, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de composants derrière qui vérifient que j'ai bien accès. Et si sur la route, c'est une route critique, donc c'est-à-dire que si dans les 4 policies que vous voyez, il y en a une seule qui ne m'autorise pas explicitement l'accès ou qui me met un deny, je me prends un deny en réponse finale. Tout est évalué à chaque commande que vous faites. Donc ça peut devenir très vite violent et dur à manager, l'IAM d'Amazon. Du coup, je vous parle depuis tout à l'heure de Zero Trust, je vous parle de sécuriser, de least privilege et tout. Vous allez me dire, OK, maintenant, comment est-ce que tu empêches l'utilisateur Teddy de se donner plus de droits? Parce qu'en soi, si je donne à un utilisateur le droit de faire de l'IAM, ça se trouve, il va se créer un rôle en wildcard et puis voilà, il fait ce qu'il veut.
En fait, il faut savoir que pour limiter l'élévation de privilèges, Amazon fournit un outil pour ça qui s'appelle les boundaries. Donc les boundaries, c'est quoi? C'est une policy. Encore. C'est toujours une policy. Donc en fait, le principe de la boundaries, ça va être de dire, je vais créer un rôle, je vais lui attacher une boundary, et cette boundary, il faut la voir comme un tamis sur le rôle ou sur l'utilisateur. Ça va vous permettre d'avoir un filtre supplémentaire qui va dire que si le rôle de l'utilisateur, enfin les permissions de l'utilisateur et les permissions de la boundary ne matchent pas, vous n'avez pas les accès. C'est aussi simple que ça. Et donc, le seul point qui est très rébarbatif chez Boundary, c'est qu'en fait, vous pouvez attacher 10 manage policy à un utilisateur, mais une Boundary à un utilisateur. Vous ne pouvez pas en mettre plus d'une. Donc, c'est le gros point faible des Boundary, je trouve, pour ma part. Donc, vous pouvez, par exemple, conditionner la création d'une ressource IAM à la présence de la même Boundary. Donc, par exemple, mon utilisateur Teddy, je peux dire, OK, tu as le droit de créer un rôle. Par contre, si tu veux créer un rôle, je t'oblige à mettre sur ce rôle la boundary qui correspond à ta propre policy. Du coup, mon utilisateur Teddy, bah, s'il veut se créer un rôle wildcard, il peut. Il n'aura pas plus de droits de toute façon. Donc, il peut créer tous les rôles qu'il veut, je m'en fiche. Donc, l'intérêt, ça va être justement de permettre de restreindre au maximum les droits et de pouvoir dire, OK, je donne de la liberté à mes utilisateurs, je donne de la liberté à mes équipes, mais par contre, derrière, je les empêche de pouvoir se donner plus de droits que ce qu'ils devraient normalement. Et donc, ça donne quoi concrètement? Bah, là, je vous ai donné un exemple, j'ai repris un peu un exemple bête que j'avais. Alors, la ressource, il ne faut pas y faire attention, c'est une petite typo. Je ne fais pas de l'IAM sur un bucket S3, vous vous en doutez. L'IAM se fait sur de l'IAM, sans grande surprise. Mais en gros, du coup, je vais avoir mon statement à gauche. Donc, ça, c'est la policy que j'ai attachée à mon utilisateur Teddy, qui dit bah, tu as le droit de faire un getObject et tu as le droit de faire de l'IAM. Et de l'autre côté, je lui ai attaché une policy qui dit tu as le droit de faire du get et du put sur un bucket S3 et c'est tout. Bah, du coup, on se retrouve avec une policy qui match aux intersections de ma policy et de ma boundary en même temps. C'est-à-dire que, bah, comme vous voyez, il me reste que le getObject. Pourquoi? Bah, parce que le put, je ne l'ai pas mis dans ma policy, donc il n'y a pas de raison que j'ai le droit. Et le IAM n'est pas dans ma boundary, donc je n'aurai pas le droit non plus. Donc ça vous permet vraiment de restreindre au maximum. Et donc c'est une manière supplémentaire de sécuriser aussi. Et donc, bah, pour aller un peu plus loin, donc, il est possible d'ajouter des conditions. Je vous disais tout à l'heure que l'IAM d'AWS est très puissant, ce qui peut le rendre d'ailleurs très illisible parfois. C'est que vous pouvez rajouter des conditions, c'est-à-dire que vous pouvez conditionner la création d'une ressource à une autre. Typiquement, l'exemple que je vous donnais avec les Boundary, bah, il est là. C'est-à-dire que je vais permettre à mon utilisateur de créer un rôle, de lui attacher des policies, de faire ce qu'il veut, si et seulement si il attache cette Boundary à son rôle. Et cette boundary me permettra d'éviter que l'utilisateur puisse créer un rôle ou un utilisateur qui a plus de droits que lui-même. Donc ça vous permet, en plus, là, comme vous voyez, par exemple, j'autorise à créer des rôles qui s'appellent uniquement Teddy-quelque chose. Donc si j'essaye de créer un rôle qui s'appelle Benoît-quelque chose, bah, je me prendrai un 403 directement. Ça va me permettre vraiment de restreindre l'utilisateur, de lui donner de la liberté. Donc je peux lui donner la liberté de créer des rôles, parce que par exemple, pour son application, il a besoin de pouvoir créer des rôles de manière autonome. Mais en même temps, je m'assure qu'il ne pourra pas créer des rôles qui lui donnent plus de droits que ce qu'il devrait. Donc ça me permet vraiment de donner de la liberté tout en contrôlant ce que je donne comme liberté derrière. Vous pouvez aussi créer du dynamisme. Alors pourquoi du dynamisme? Parce qu'il faut savoir que vous avez des métaparamètres qui existent aussi pour IAM. Alors il n'y en a pas énormément, de mémoire il y en a 6. C'est pas énorme, mais je vais vous donner un exemple concret qui existe dans beaucoup d'entreprises, c'est que j'ai créé un bucket et je veux faire un bucket, un partage dans mon équipe. Et donc, ce bucket, je veux que mes utilisateurs aient le droit d'écrire dedans. Ça paraît logique. Mais je veux qu'ils aient le droit d'écrire uniquement dans leur propre pass. Par contre, ils doivent être capables de lire le pass de toutes les équipes, enfin de toute leur équipe. Donc, c'est quelque chose où vous allez me dire, bah, OK, dans ce cas, bah, voilà, je crée ma policy pour l'utilisateur Teddy. Je lui donne le droit de faire un put sur le pass Teddy et je lui donne le droit de faire un get et un list sur le bucket au complet. Ça va fonctionner. Votre utilisateur, effectivement, aura bien les droits comme je l'ai décrit juste avant. Puis après, du coup, j'ai un utilisateur Benoît qui a exactement le même besoin. Donc, du coup, je vais recréer une deuxième policy où je vais mettre mon utilisateur Benoît en passe et puis je vais lui redonner accès à tous. Puis après, je ne sais pas, j'ai un troisième utilisateur qui arrive et qui a le même besoin. Bon, vous l'avez compris, ça devient vite ingérable. Je peux continuer longtemps. Du coup, bah, faut savoir, vous avez aussi des métaparamètres qui existent où vous pouvez du coup dire bah, je récupère certaines variables du rôle ou de l'utilisateur en cours. Et donc là, notamment, ça va permettre qu'on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, où on essaie de factoriser au maximum. Donc là, je vais créer une policy générique. Ma policy générique va dire, OK, je vais donner accès à mon bucket S3 et
AWS username. En fait, cette valeur-là va être valorisée à la volée quand l'utilisateur va se connecter. Et donc là, quand je suis Teddy, ce AWS username vaudra Teddy. Si Benoît se connecte, AWS username vaudra Benoît. Et donc, ça me permet d'avoir une policy attachée à un groupe identifié, donc par exemple mes ops, tout en disant tous les utilisateurs ont la même policy, mais en fait, ça ne s'applique pas exactement pareil. Donc, ça vous permet de rajouter un peu de dynamisme. Sachant que vous pouvez combiner tout ça avec tout ce que j'ai dit avant. Vous pouvez combiner ça avec des conditions, avec des boundaries, avec vraiment tout ce qui est auparavant. Et donc, ça vous permet, par exemple, de pouvoir dire je t'autorise à créer des ressources que si tu mets le tag avec ton nom dessus. Donc, du coup, en termes de traçabilité, ça veut dire que moi, j'arrive 6 mois après, je vois une EC2 qui tourne depuis 6 mois, qui n'a pas vu un être humain depuis des années, enfin depuis des mois, à mort d'ailleurs, quand je m'approche, donc il faut faire attention. Je ne sais plus qui a créé la ressource. Je le sais parce qu'en fait, il y a un tag créateur dessus qui s'appelle Teddy. Parce qu'en fait, j'ai pas le choix et j'étais obligé de mettre ce tag pour pouvoir créer ma ressource. Donc, ça vous permet vraiment de rajouter des règles très fines si vous le souhaitez de cette manière-là. Du coup, pour résumer, l'IAM d'AWS, c'est simple. Voilà. Vous voyez, c'est très simple. Je n'ai pas trouvé plus simple comme schéma pour ma part. Donc ça, en gros, pour vous donner une petite idée, c'est le diagramme des droits qui s'appliquent à chaque fois que vous faites une action sur Amazon. C'est-à-dire qu'à chaque action que vous faites, en réalité, vous passez au travers de tous ces filtres, sans exception. Vous voyez, ça devient vite violent quand même. Quand je vous disais que l'IAM, c'est un mot qui veut dire on gère les autorisations, les permissions. Si on écoute Amazon, c'est simple. Non, 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 c'est clairement pas simple. Moi, j'ai de la chance d'avoir encore des cheveux, mais il y a beaucoup qui sont devenus chauves en faisant de l'IAM, à ce qui paraît. Du coup, il faut savoir que par défaut sur Amazon, vous n'avez aucun droit. C'est-à-dire que si je ne vous donne pas de droit, par défaut, vous êtes en deny sur tout. Donc Amazon fonctionne sur le modèle du allow explicite. C'est-à-dire que si je veux donner des droits à quelqu'un, je dois lui dire explicitement, je donne ces droits-là. Je ne peux pas donner des droits par défaut. Et du coup, Amazon va évaluer tous les droits à chaque fois que vous essayez d'accéder à quelque chose. Donc en fait, clairement, par exemple, si j'essaye d'accéder à S3 et que j'ai un deny sur S3, Amazon va me dire directement, va voir ailleurs, je veux pas que tu accèdes à S3. Ensuite, est-ce que j'ai une SCP? Donc, c'est-à-dire que si mon account AWS fait partie d'Organizations, est-ce que j'ai une SCP qui s'applique? Donc, par exemple, si j'essaye d'accéder à un bucket S3 qui est centralisé et que j'ai une SCP qui dit, en fait, non, depuis ce compte-là, tu n'as pas le droit. Ou depuis ce compte avec 7 utilisateurs, parce que tu n'as pas de MFA, tu n'as pas le droit d'accéder à la ressource, la SCP s'appliquera. Ce qui est traître avec les SCP, c'est que vous ne savez pas forcément que c'est la SCP qui vous a bloqué. Il faut savoir que dernièrement, Amazon a rajouté quelques messages d'erreur pour dire « Hey, tu as une SCP qui t'a bloqué ». Par contre, ce n'est pas sur toutes les API. Donc, si vous avez de la chance, vous verrez que c'est la SCP qui vous a bloqué. Si vous n'avez pas de chance, vous allez juste vous prendre un 403. C'est bien Amazon sur l'IAM. Je l'ai déjà dit, mais je me répète, pour que tout le monde ait bien compris à quel point ça peut vite devenir un calvaire AWS sur l'IAM. Donc, du coup, est-ce que ma SCP autorise explicitement à faire une action? Donc, encore une fois, on est sur de l'autorisation explicite. Donc, sur les SCP, il faut que l'autorisation soit appliquée à la racine et à tous les niveaux jusqu'à votre compte. Si un seul des niveaux est manquant, vous êtes en deny. Encore une fois, c'est le modèle par défaut qui s'applique. Le modèle par défaut, c'est deny. Donc, si vous n'avez pas explicitement le droit, vous n'avez pas le droit. Ça peut être très traître aussi, parce que si vous avez une OU à 8 niveaux et qu'il y a un des niveaux qui est manquant, vous ne le voyez pas forcément et vous n'avez aucun droit sur le compte. Bon, personne n'a de droit, donc la plupart du temps, ça hurle assez vite. Du coup, maintenant, j'essaye d'accéder à S3. Est-ce que la ressource à laquelle j'essaye d'accéder est une ressource by policy? Donc, dans le cas de S3, oui, elle en a une. OK, est-ce que mon bucket S3 m'autorise explicitement, moi, Teddy, à accéder à ces données? Encore une fois, oui, non. Si ce n'est pas dit explicitement, je n'ai pas d'accès. C'est toujours le même modèle. On va retrouver le même modèle après pour les identity base, les boundaries, etc. C'est toujours le même modèle qui revient. C'est en gros, est-ce que explicitement, vous avez le droit sur toute la chaîne de faire ce que vous voulez faire? Si un seul élément dans cette chaîne ne vous donne pas explicitement le droit ou vous donne un deny sur le service ou sur la ressource, c'est un deny, la réponse finale. Quel que soit le niveau. Des fois, vous verrez où vous allez être bloqué. Des fois, vous ne le verrez pas. Donc, des fois, il faut deviner quel est le niveau qui vous a bloqué dans le chemin. Et des fois, le support Amazon lui-même galère à savoir où vous avez été bloqué d'ailleurs. Ce qui peut être assez marrant. Les limites, j'en ai pas parlé jusqu'à présent. Je vous ai dit que tout à l'heure, les inline et tout, c'était bien gentil, mais que c'était pas forcément top parce que vous avez plus de limites. En réalité, oui, vous en avez. Donc, des policies, il faut savoir que vous êtes limité en nombre de policies. Donc, c'est 10 policies maximum. Mais vous êtes aussi limité en taille de policy. Vous ne pouvez pas faire des policies illimitées.
Alors, il faut savoir que Amazon n'est pas limité en taille de policy. Voilà. Le read-only AWS fait 17 000 bytes, à titre d'exemple. Donc, Amazon n'applique pas ses propres règles parce qu'ils ont compris qu'elles étaient trop contraignantes. C'est une hard limite, hein, donc vous ne pouvez pas du tout l'outrepasser. C'est la même pour tout le monde. Vous n'avez pas de nombre de policy maximale en inline, donc du coup, vous allez me dire c'est cool. Ouais, mais en fait, vous avez une policy globale. Donc en fait, vous pouvez appliquer 50 policy inline à un utilisateur. Par contre, au global, sur toutes vos policy inline, vous ne pourrez pas dépasser 10 240 bytes. Limite globale qui s'applique dessus. Comme je l'ai dit, votre compte, votre utilisateur ou votre rôle ne peut avoir qu'une et une seule boundary attachée dessus. Un rôle, la durée maximale, je vous disais tout à l'heure, vous pouvez augmenter la durée d'1 heure par défaut, mais vous ne pourrez jamais l'augmenter au-dessus de 12 heures. 12 heures, c'est la limite maximale, c'est une hard limite, c'est même pour tout le monde. Et les API et filtres sont inconsistants. Et la finesse de filtrage est très variable, comme je disais. C'est un peu le you build it, run it. C'est le modèle qu'Amazon utilise. C'est pas forcément un modèle qui est cohérent, du coup, parce que chaque équipe build comme ils veulent. Donc c'est très bien sur le papier, ça leur permet d'avoir la vélocité qu'on connaît aujourd'hui et l'agressivité par rapport aux autres cloud providers. Par contre, pour l'utilisateur, ça peut vite devenir un cauchemar parce que la même action, en fonction des services, ne va pas se traduire de la même manière. Donc ça peut vite devenir très cauchemardesque. Et il faut savoir que dans certaines ressources, ça devient même très compliqué d'automatiser des droits. Je donne un exemple très bête. Par exemple, vous voulez permettre à vos utilisateurs de créer un bucket S3. Vous allez pouvoir restreindre le nom de votre bucket, par exemple. Maintenant, vous allez dire, je veux permettre à mon utilisateur d'utiliser le security group de mon appli Toto. En fait, vous n'allez pas pouvoir dire très facilement, je veux que tu utilises uniquement ce security group. Pourquoi? Parce qu'en fait, les ARN des security groups sont des identifiants. Les ARN d'un bucket S3, c'est le nom du bucket. Les ARN d'une EC2, c'est un identifiant généré à la volée au moment où vous créez votre C2. Il y a plein de choses comme ça où on a des inconsistances dans l'API. Le simple fait de vouloir taguer ne va pas être le même verbe en fonction des API. Voilà, donc on obtient vite, et même des fois, quand vous voulez forcer des tags, c'est pas forcément la même syntaxe. Enfin, on a envie de se taper la tête contre un mur des fois. Du coup, that's all fault, comme dirait l'autre. Je vous rappelle encore une fois l'open feedback. Encore une fois, c'est quelque chose qui est assez important pour nous. Votre feedback nous importe beaucoup. Si vous voyez des choses, même des choses erronées dans ce que j'ai présenté, des choses que j'aurais pu présenter autrement, des choses que vous avez aimées, n'hésitez pas à le dire. C'est quelque chose qu'on prendra en compte pour les prochains meet-up aussi. Et du coup, je vais passer le micro à Benoît, sauf s'il y a des questions. Je crois qu'on a quelques minutes pour des questions. Oui, on peut prendre des questions sans problème. Donc, si vous avez des questions en ligne, on peut les poser aussi, donc n'hésitez pas. Il y a une question là-bas, David, si tu veux donner le micro. Donc, on m'entend bien? Donc, s'il y a une access key d'un rôle qui leak, imaginons, est-ce qu'on a des leviers pour bloquer les accès? Enfin, on disait que donc, du coup, elle est valable pendant 1 heure. Pendant cette heure-là, est-ce qu'on peut détacher par exemple une policy et après ça sera évalué? Si c'est une access key pour un rôle qui leak, effectivement, le moyen le plus simple, ça va pas être de bloquer l'access key, ça va être de bloquer les accès, parce que les accès sont évalués à chaque action que vous faites. Donc ça sera instantané. Alors quand je dis instantané, il peut y avoir une latence de 2-3 secondes, mais c'est vraiment très rapide. IAM évalue à chaque action que vous faites si vous avez le droit de le faire. C'est ça le gros avantage par contre. Donc effectivement, si une access key de rôle leak, la solution la plus simple, ça sera de bloquer le rôle. Par contre, vous risquez de bloquer d'autres applis par effet de bord, y compris l'appli qui utilisait normalement le rôle. Il faut savoir que je vous disais tout à l'heure qu'un rôle, c'est ni plus ni moins une access key. Par exemple, si vous avez une access key du coup de rôle sur une EC2, parce que je disais que c'était le modèle qui marche bien, si votre access key leak, vous l'utilisez en dehors de l'EC2, des services comme GuardDuty sur AWS vont être capables de vous alerter et de vous dire attention, j'ai détecté l'utilisation d'une access key réservée à une machine en dehors de la machine. C'est qu'il y a peut-être un souci. Par contre, ils vont juste vous alerter. Amazon ne va rien faire par défaut. Encore une fois, facture de 300 000 €, c'est votre problème. Ça arrange Amazon d'ailleurs au passage. Ça fait quand même plus d'argent qui rentre. Très bien, merci. D'autres questions, Marc? Une question devant aussi. Donc j'avais une question sur la partie S3, les Resource-Based Policies, avec en particulier l'utilisation dynamique des utilisateurs. Si on passe par SSO, est-ce qu'on peut faire la même chose ou pas? Puisqu'on assume un rôle, comment est-ce que ça marcherait? Alors, on peut aussi le faire parce qu'on peut récupérer l'identité fédérée aussi. Donc, c'est quelque chose qui est aussi faisable. Et le monsieur là-bas les connaît très bien, ces trucs-là. Prends le micro éventuellement, Benoît, pour parler, parce que il les a beaucoup plus manipulés. En fait, Teddy a montré username. Il y a aussi une autre valeur qui s'appelle user ID qui va reprendre les identités fédérées. Le username est vraiment plutôt spécifique au user, mais le user ID va
apporter justement ce que tu demandais. Très bien, merci. Non, j'en ai plusieurs, c'est pour ça. Ah. Arrêtez-moi quand il y en Open aura fire. marre. Première question, tu donnais ton exemple de mon groupe d'ops et compagnie pour mes permissions. Est-ce que tu as un avis sur la question, gérer vraiment des permissions au niveau groupe, vs tout gérer avec des rôles, style un rôle power user ou ce genre de choses, et gérer juste au niveau des groupes les politiques de qui peut assumer quoi? Alors, les deux se valent. Le modèle en étoile, en mode landing zone, où je vais avoir mes utilisateurs et je vais leur attacher des droits de faire juste du switch role. Personnellement, c'est le modèle que je préfère parce qu'en fait, ça permet vraiment d'avoir des credentials temporaires tout le temps. Votre utilisateur, en gros, l'idée, c'est que votre utilisateur n'a aucun droit, si ce n'est d'utiliser des rôles. Encore une fois, rôle, accès temporaire, etc. Donc, ça vous permet de rendre les accès utilisateurs volatiles, même s'ils ne le sont pas. Même si après, Benoît vous en parlera tout à l'heure, il y a des moyens de rendre des accès volatiles en permanence. C'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte de vous passer des utilisateurs sur IAM et de passer uniquement pour de la fédération, par exemple. Donc c'est quelque chose qui est possible. Moi, personnellement, je préfère ce modèle-là où on va juste permettre aux utilisateurs d'assumer des rôles. C'est le modèle qui est le plus sécure et qui est pas mal poussé par Amazon. L'autre modèle se prévaut aussi. Mais souvent, quand on va commencer à vouloir scale sur beaucoup de comptes Amazon, avoir un modèle en étoile, c'est beaucoup plus scalable en fait. Parce que demain, si je dois rajouter un rôle, j'ai une ressource à modifier, le groupe rattaché à tous mes utilisateurs, je rajoute une ligne STS et c'est fini. Donc c'est le modèle le plus efficace, de mon point de vue en tout cas. On n'a pas forcément tous le même point de vue, mais moi c'est mon point de vue en tout cas. D'expérience, ça fait quand même quelques années que je pratique de l'IAM, d'expérience, c'est le modèle le plus scalable. C'est le mien aussi, et ça me rassure du coup, merci. Ouf. Merci pour la réponse. Deuxième question, tu les as évoquées qu'à la fin, les inline policies. Est-ce que tu vois l'intérêt de faire les inline policies vs des policies vraiment nommées, des manage policies, outre la limite des 10? Alors, les inline policy, l'avantage, c'est que les manage policy ont aussi une hard limit. Vous pouvez, je crois que de mémoire, c'est 5000 policies maximum par compte. Bon, ça fait beaucoup. Hein. Néanmoins, quand vous avez un compte central d'authentification, on peut vite atteindre ces limites-là, malgré tout. Parce qu'une entreprise avec plus de 5000 personnes, c'est possible. Donc, les 5000 users, on peut les passer. Les 5000 policies, on peut techniquement les passer aussi. Les inline policy, pour moi, je ne suis pas fan de les utiliser pour la raison simple, c'est que c'est peu visible. Pour voir la policy, vous êtes obligé d'aller sur l'utilisateur ou le rôle pour voir cette policy-là. Parce qu'une policy manage, vous pouvez la mutualiser, vous pouvez la visualiser, vous pouvez l'auditer très facilement. Auditer une inline policy, c'est compliqué parce qu'il faut que vous auditiez toutes les manages éventuellement rattachées, plus la inline qui est attachée uniquement à cet utilisateur. Donc, ce n'est pas forcément le modèle que j'aime. Moi, pour ma part, chez les clients, la plupart du temps, ce que je conseille, c'est de ne pas utiliser d'inline policy, d'utiliser que du manage. Et le inline, éventuellement, sur de la sandbox, comme je disais tout à l'heure, pour faire du test rapide, ça peut être adapté parce que ça vous permet d'aller très vite. Par contre, dès qu'on va commencer à être sur quelque chose de productif, attention, quand je dis productif, le développement est productif pour moi. Dès qu'on va être sur quelque chose de productif, on oublie les inlines. Et même dans l'idéal, on passe sur un modèle GitOps pour déployer automatiquement les droits, ce qui est encore plus adapté du coup. Une autre question encore? Merci. Oh, si seulement il n'y en avait plus qu'une. J'ai dit, vous m'arrêtez quand il y en a marre. C'est notoriété publique que c'est super pénible de définir des policies qui soient suffisamment restrictives autant que possible. Tu as connaissance de trucs qui permettraient de, je sais pas, run quelque chose avec des permissions open bar, vraiment lister les calls que ça fait sans avoir à aller nous-mêmes se taper à la main CloudTrail, et ensuite build te sortir la policy en mode tiens, ça a utilisé ça. Alors, Amazon fournit du tooling qui permet, depuis CloudTrail, dans l'autre sens, de dire « Ok, j'ai constaté que tu as exploité ces policies-là, donc je te propose de créer ce rôle-là. » Ça marchote. Voilà, il faut rester honnête, ça marchote, c'est-à-dire que ça va vous donner à peu près des droits qui marchent. Par contre, le gros problème pour ça, c'est que vous devez d'abord vous prendre du deny dans tous les sens et itérer jusqu'à avoir quelque chose. La solution la plus simple, dans mon sens, c'est plutôt de partir de l'autre sens, c'est de se dire, je vais partir des manage policy AWS qui correspondent à ce que je veux faire, et je vais rajouter du filtrage par-dessus pour réduire le scope derrière. Donc, par exemple, je ne sais pas, je veux que mes utilisateurs aient le droit de créer des EC2, mais uniquement s'ils ne mettent pas d'access key, parce que je veux passer uniquement par SSM, je vais partir de la policy EC2 et je vais voir comment est-ce que je peux bloquer la création de EC2 si je mets une access key. Par exemple, je vais bloquer l'accès aux access keys, pas aux access keys, aux clés privées. Donc, en fait, je vais pouvoir restreindre de cette manière-là. Mais partir de l'autre sens, c'est possible. D'expérience, ça crée des utilisateurs frustrés parce qu'ils se tapent la tête contre un mur avant d'avoir réussi à terminer leur policy. Je pensais surtout, en fait, pas forcément pour des permissions pour des users, mais pour des apps, genre un truc open source, qui n'a pas fait l'effort de documenter les permissions qu'il a besoin, que tu as envie de faire tourner, mais de restreindre quand même. Là, comme ça, j'ai en tête des outils qui permettent de contrôler les policies, notamment contrôler les policies, Parliament, c'était lui que je cherchais.
Parliament, ou vous avoir des outils comme Pacu qui vont vous permettre de faire du test d'élévation de privilèges. Par contre, générer de la policy à la volée, j'en ai pas en tête qui soit vraiment pertinent. Souvent, ça devient vite n'importe quoi, les policy générés. Enfin, on en arrive à faire ses propres tools très souvent. Je parle d'expérience. Merci. Oui, tu veux m'arrêter? Vas-y, quand tu veux. Ah merde, je dois choisir laquelle est la plus intéressante. Ouais, encore deux petites. Non, ça marche. Il négocie. Non, je compte plus le nombre de fois où dans des ARN, dans des policies, j'ai mis, je sais pas, 2 points au lieu de 3 ou 3 au lieu de 4. Voilà. Tous les trucs qui lintent ne lintent que la structure et pas justement les formats des ARN à l'intérieur. As-tu connaissance du moindre tool qui linterait ça? Parliament, comme j'ai dit. Bonjour. Okay. Parliament est plutôt efficace dessus. Alors je dis plutôt pourquoi? Parce qu'en fait, Parliament scrape la documentation officielle d'AWS. Donc ce qui arrive souvent, c'est que la doc ne soit pas à jour. Amazon est très friand de faire des docs pas à jour. Donc vous pouvez vous retrouver avec Parliament qui ne détecte rien. Mais qu'au moment où vous allez vouloir appliquer votre policy, Amazon va vous dire « Oh, ça ne marche pas ». Donc l'avantage, c'est que si vous essayez de le faire en console, très souvent, il va vous insulter en vous disant que ça ne matche pas correctement, mais pas toujours. Parce que des fois, il ne détecte pas que la structure est incorrecte. Pour lui, un ARN, c'est un string. Donc, en fait, c'est un string. C'est mon problème. Un string, c'est valide. Voilà, ça va très bien. Ça ne marche pas forcément. Parliament, lui, va être capable de le détecter parce qu'il fonctionne sur un moteur de regex. Donc, en fait, lui, il va être capable de voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas valide. Par contre, à contrario, Parliament, des fois, va hurler alors que ce n'est pas nécessaire. Donc, il n'y a aucun outil qui va être capable de le faire à 100%. Par contre, en combinant plusieurs outils, on peut obtenir une validation syntaxique des policies Amazon. Ok, je ne connaissais pas Parliament. Je regarderai. T'arrêtes là? Bon, je voulais poser autour de bière après. Hein. Ça marche. Merci beaucoup. Et donc, du coup, encore une fois, l'open feedback, n'hésitez pas. Si vous avez aimé mes réponses, n'hésitez pas non plus. Si vous voyez des choses que j'aurais pu aborder, n'hésitez pas. C'est vraiment fait pour ça. Et du coup, je vais passer la main à Benoît, qui va reprendre la suite pour vous parler de l'utilisation des profils sur AWS. Super. Merci beaucoup, Teddy. C'est bon? Ok. Donc, je reprends. Bonsoir à tous. Voilà. Donc, n'ayez pas peur du sous-titre. Il est un petit peu conséquent. L'idée est que, comme Teddy introduisait, il y a plusieurs schémas d'accès. On va parler surtout des accès programmatiques et on va un petit peu décrire comment utiliser tout ce que Teddy nous a montré. Et une fois que vous avez fait vos policies, que vous avez configuré votre IAM, comment l'exploiter à votre meilleur usage. Alors déjà, je vais me présenter. Je suis Benoît Hoyer, Cloud Builder depuis bientôt plus de 4 ans maintenant. Ça commence à compter. Je suis en mission d'architecte sécurité depuis plus d'1 an et demi avec Teddy. En fait, il y a toute une histoire autour de cette participation à ce meet-up ce soir. Et vous ne me trouverez que sur le réseau social de LinkedIn, à mon nom. Chose importante pour expliciter sur mon parcours, j'ai plutôt une expérience de développeur à l'origine, évoluant progressivement dans tout ce qui était DevOps. Et du coup, j'ai peut-être une préférence en plus sur l'outillage. Du coup, quand je vais vous présenter ce sujet ce soir, c'est pour vous aider à vous outiller pour exploiter l'IAM que Teddy vous aura aidé à configurer et à comprendre d'abord. Donc voici la salle de présentation de WeScale. Je vais rappeler les différents points. On est créé depuis 2015, on est à peu près une 60aine, 3 agences, Paris, Nantes et une agence full remote. Nous sommes partenaires avec la Cloud Native Foundation en tant que service provider, mais aussi en tant que formateur. Partenaire avec HashiCorp, je suis moi-même formateur sur la technologie Terraform. Partenaire avec AWS et avec GCP. Tout de suite la question, parce que je pense que vous êtes là pour ça, on va pas faire de préambule, on va parler de profile AWS. Alors, une chose importante, je vais des fois dire profil, des fois je vais dire profile, c'est la même chose, excusez mon franglish un peu foireux, ça n'est pas un problème. Discutons tout de suite et revenons un petit peu sur les caractéristiques d'AWS. Comme je l'ai dit, j'ai réduit un petit peu le volume de cette présentation, maintenant que Teddy vous l'a présenté. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'AWS est une entité multi-région présentée sous la forme d'une organisation, dans l'utilisation que vous en aurez. Le service IAM est principalement là pour gérer les permissions. Il sert aussi à suivre l'utilisation de ces permissions, mais je vais me concentrer surtout sur le fait qu'il les gère. Les permissions sont présentées sous forme de policies et elles vont être attachées à différentes entités au sein d'IAM.
On va se concentrer sur quelques entités en particulier. Et du coup, ces entités-là ont une portée globalement réduite au compte. Un petit focus rapide sur IAM pour ceux qui n'auraient pas ou qui auraient été incapables de suivre jusqu'au bout la présentation de Teddy parce qu'elle était très dense. Ce qu'il faut retenir, c'est que les users d'IAM servent à s'authentifier auprès d'Amazon. On n'est pas connu d'Amazon, on arrive d'un contexte extérieur et on va pouvoir s'authentifier auprès d'Amazon. Les rôles servent pour des entités qui sont déjà authentifiées. Donc les services Amazon, les users, d'autres rôles. On peut donc avoir tout un système de chaînes d'opérations qui peut s'enchaîner, notamment avec l'opération d'assume role qui sert à exploiter un rôle. Et donc, typiquement, dans le cadre où l'opération d'assume role est préférée par Amazon dans beaucoup de contextes, on peut potentiellement avoir une complexité assez importante pour obtenir la bonne session avec les bonnes permissions auprès d'Amazon pour faire notre travail. Amazon présente différentes interfaces quand on veut interagir avec AWS. La console ou par les différentes API qui sont mises à disposition. La console fournit globalement des outils de solutions pour les quelques scénarios très simples. Je me connecte en tant qu'un utilisateur ou je peux aussi faire un assume role. Dès le moment où je veux aller un petit peu plus loin dans des opérations, passer par un SSO, passer par une authentification particulière à ma société avec une solution custom, je suis bloqué dans la console très rapidement. Par contre, pour tout ce qui est accès API, on a accès aux primitives même de ce système d'authentification. Donc, on peut aller beaucoup plus profondément dans des scénarios complexes et on peut aussi les automatiser pour nos besoins de manière à que ce soit quasiment indolore, invisible et qu'on puisse, de la même manière qu'on le ferait avec un scénario très très simple, travailler et interagir avec Amazon sans avoir de problématiques. Et cette solution, ce sont les profiles. Alors, quelqu'un m'avait fait la remarque qu'ils étaient deux faces. Mais croyez-moi, c'est bel et bien une question de profile. Alors, les profiles. Chose importante d'abord, c'est une notion qui est totalement standard dans tout ce que Amazon fournit comme moyen d'interagir avec ses API. Donc, la CLI, les SDK, tout produit officiel d'Amazon intégrera cette notion de profile et vous pourrez l'utiliser. Et ce qui est intéressant, c'est que la définition sera la même, peu importe le SDK, ils sont alignés là-dessus, vous pourrez l'utiliser. Un profile, ça va être une entrée qui va décrire la manière d'acquérir une session auprès d'AWS. Je rentrerai un peu dans le détail sur comment ça se configure, mais un profile égale une session. L'intérêt, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut partir d'un point où on n'est pas authentifié à Amazon, s'authentifier, puis ensuite faire une opération d'assume role ou une autre opération. Donc, on peut chaîner les profils. Le premier profil indiquera « je m'authentifie auprès d'Amazon de telle manière ». Ensuite, je fais mon opération d'assume role et j'atterris sur une autre session qui n'a plus rien à voir avec la précédente et qui me donnera du coup des permissions différentes. Et ils ont sobrement à nommer la session par défaut default. Si vous ne configurez rien et que vous exploitez en fait simplement, par exemple, une access key secret key, donc, je rappelle, ce sont les identifiants d'un utilisateur dans IAM, vous allez avoir en fait exploité implicitement le profile default que vous aurez configuré avec votre clé. On va discuter justement un peu plus en détail de cette configuration. Déjà, une chose importante. Dans un modèle d'exploitation humaine ou machine, Amazon a fourni de nombreux moyens de configurer un profile pour pouvoir s'adapter un petit peu à tous les besoins et pour permettre de cette manière-là d'être justement le même standard qu'on va appliquer dans différents cas. Déjà, la chose qui est peut-être, je pense, très connue par beaucoup de monde, d'après les docs Amazon, d'après beaucoup de choses, quand vous utilisez des variables d'environnement AWS underscore dans un terminal et que vous exploitez un outil type SDK ou CLI, vous allez en fait exploiter les valeurs qui ont été mises dans ces variables d'environnement pour votre session par défaut. Donc, c'est le premier moyen de configurer. Vous avez aussi potentiellement dans Amazon, Teddy l'avait expliqué tout à l'heure, une machine EC2, quand elle s'authentifie auprès d'Amazon, elle a déjà un rôle qui lui est assigné. Ça se passe par quoi? Ça se passe que dans l'environnement même de l'EC2, vous allez trouver des endpoints spécifiques au service que la CLI, le SDK seront en mesure de découvrir naturellement, parce qu'ils savent comment c'est préformaté, et en fait, ils vont tester pour dire est-ce que cet endpoint est présent? Si c'est le cas, oui, j'exploite le rôle qui m'est renvoyé par le endpoint. Et puis enfin, une dernière chose, et on va se concentrer là-dessus, un fichier de configuration qui peut être mis à un endroit spécifique et qui va servir à compléter avec des notions beaucoup plus complexes pour pouvoir manipuler mon profile avec une finesse particulière d'opération.
Les fichiers de configuration, ils sont stockés dans home/.ws. C'est un environnement par défaut, c'est un répertoire par défaut qui est défini. Il est modifiable. Le home en majuscule est à appliquer suivant les différents OS dans lesquels vous êtes. Ce sera /home/ le nom d'utilisateur dans un environnement Unix. Ça sera le répertoire utilisateur dans un Windows. Mais globalement, vous aurez toujours le même fonctionnement. Dans ce répertoire, vous allez trouver plusieurs fichiers et quelques dossiers. Le fichier credential, c'est un fichier spécifique qui n'est destiné qu'à une seule chose, c'est stocker des access keys, secret keys, donc des valeurs de secret, que vous allez pouvoir potentiellement renseigner pour les exploiter avec votre outillage. Mais attention, une chose importante, c'est un fichier en clair. Donc n'importe qui a accès à votre disque, il va trouver le fichier, il va pouvoir récupérer vos secrets. Donc ça peut être dangereux, il faut être bien au courant de ce fonctionnement-là et potentiellement le protéger de manière plus importante que le reste des fichiers. Le fichier de config, globalement, c'est un petit peu la Bible quand on veut configurer des sessions. Profile, on peut y mettre toutes les options, y compris les options d'access key, secret key. Alors, c'est pas forcément très pratique, mais c'est tout à fait possible de le faire. Je déconseille personnellement de séparer les deux, enfin de faire les deux. Parce que le credential, je vais lui mettre un traitement particulier. Le config, je peux pratiquement le partager avec un autre de mes collègues. Il n'y a rien de spécifique qui va donner des droits, puisque ce sont les access keys qui me servent à y accéder. Et enfin, vous allez avoir, alors le petit x signifie en fait qu'on a potentiellement plusieurs sous-parties d'un SDK ou d'un outillage qui va pouvoir renseigner du cache. Et ce sont des caches quoi? Ça sert en fait à maintenir des variables intermédiaires qui permettent déjà d'avoir fait l'authentification pour faire des refreshs. Teddy l'a explicité tout à l'heure, un rôle a une durée de vie limitée. En réalité, il y a des sous-sessions qui sont régénérées très régulièrement dans cette durée de vie maximale. C'est stocké dans le cache. Et tant que le cache est présent et valide, on l'utilise. Dès qu'il n'est plus présent, on redemande une nouvelle validation du cache à partir de la session authentifiée qui peut durer jusqu'à 12 heures. Notre petite note tout en bas de la page, donc j'expliquais, on peut mettre tout et n'importe quoi dans le config, y compris des choses qui reviendraient dans d'autres fichiers. Pour ce faire, il va falloir passer une variable environnement qui s'appelle SDK load config. Il faut la mettre à 1. Alors par défaut, aujourd'hui, il y a énormément d'environnements où ce sera fait tout de suite. Mais si jamais vous avez une situation où il ne vous lit pas tous vos paramètres comme vous le voulez, c'est potentiellement que ce paramètre-là n'est pas appliqué. Cette variable n'est pas appliquée. On va faire un gros focus sur le fichier config. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu la Bible. C'est là-dedans qu'on peut faire toute la magie qu'on veut. Vous avez un exemple de fichier à droite. Alors, j'ai anonymisé certaines valeurs qui sont des identifiants de compte. Vous n'avez pas besoin. Mais techniquement, ce fichier-là, je l'ai aujourd'hui présent sur mon poste. Pour la démonstration, on pourra l'exécuter en certaines parties. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que chaque bloc est démarré par le nom profile, un nom de profile que vous allez donner qui va vous permettre de le référencer dans vos besoins après, et différentes options de configuration qui sont assez nombreuses. On va passer en revue les principales. Et en fait, c'est très sensible, c'est-à-dire que si vous faites une faute de frappe, il ne la trouvera simplement pas. Donc, il faut bien faire attention à ça. Il y a des petites manières de céder par rapport à ça, mais globalement, ce fichier-là est autoporteur par rapport à l'utilisation que vous pouvez en faire. Dans les options principales, je vous ai parlé tout à l'heure de chaînage de profil, c'est-à-dire que je me connecte avec un profil pour m'identifier auprès d'Amazon et après, je vais faire des opérations type assume role pour aller vers autre chose. Ce mécanisme de lien passe par le fait que vous avez, par exemple, alors, je ne vois pas ma souris, donc c'est dommage. On est peut-être si, voilà. Vous avez le WScale Sandbox qui a une source profile sur le WScale. Donc, ça signifie je passe d'abord par l'étape du WScale. J'entrerai dans le détail un petit peu après sur ce que c'est ça, mais ici, j'ai une étape où je m'authentifie auprès d'Amazon d'une manière particulière. Et ensuite, je fais une opération d'assume role. Vous pouvez voir que j'ai le rôle ARN qui est indiqué ici. Et donc, ce profil-là exploite le rôle admin ici présent, mais en ayant passé dans le parcours d'authentification auprès d'Amazon par cette étape-ci avant. Donc, il faut que chaque étape fonctionne de manière à ce qu'on arrive à la fin sur le point final. Des fois, le retour d'erreur n'est pas forcément explicite, mais c'est comme ça que je peux décrire des scénarios. Et je pourrais très bien, dans un cas potentiellement assez complexe, alors il faudrait forcément qu'il y ait une raison qui s'applique pour l'avoir, mais dire, OK, du coup, je vais en créer un deuxième WScale Sandbox ++, qui va sourcer le WScale Sandbox et qui va refaire une autre opération par-dessus. Et donc, au moment où je m'authentifie, le SDK ou la CLI va faire cette première étape,
Ensuite, va faire cette deuxième étape-là qui va être du coup un appel en fait à Amazon pour dire donne-moi des credentials pour le rôle machin, je suis ça, et puis va refaire une nouvelle opération par-dessus qui va être du coup le point final que je vais pouvoir exploiter pour faire mes opérations auprès d'AWS. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Honnêtement, je pense que vous allez rarement avoir des situations où vous allez avoir plus de 2 rebonds. Déjà 2, c'est beaucoup, mais ça pourrait vous arriver, et c'est tout à fait possible de le faire dans ce cadre-là, là où j'expliquais tout à l'heure, la console AWS en mode web, clic-clic, ne permet pas de le faire. Donc il y a certaines situations où vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé de passer par la CLI ou par le SDK via ce modèle de configuration présent. Bien entendu, il est tout à fait possible aussi d'avoir des scripts custom, etc. Mais je conseille plutôt de passer par des modèles standards. Tout est indolore, parce qu'une fois que j'ai configuré ce fichier, ça fonctionnera tout le temps, tant que les différentes étapes fonctionnent via l'authentification. Je reviens un petit peu rapidement sur les options. Quand on fait un assume all, etc., on peut potentiellement être tenté de mettre des conditions sur du multifacteur. L'option MFA Serial, c'est pour référencer un outil multifacteur enseigné auprès d'Amazon qui va nous permettre de prouver que quand on ouvre la session, on est bien la personne qu'on est censé être. D'où le fait que, par exemple ici, je suis un utilisateur, je vais me connecter, mais j'ai bien besoin d'avoir mon MFA pour pouvoir me connecter. Credential Process est un cas un petit peu à part, je vais faire un peu plus de focus après. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'appel à un outil extérieur. Là, vous allez voir que j'ai un petit outil qui s'appelle AWS Vault. Il n'est absolument pas affilié à AWS, ce n'est pas un outil officiel AWS. Le nom peut laisser présager une différence, mais il va me servir de source pour une authentification auprès d'AWS. Et c'est un outil extérieur que la CLI AWS va aller appeler pour mes propres besoins, pour me fournir mon premier point d'entrée. Vous avez la possibilité de gérer donc, le AWS SSO Amazon via des options qui sont en SSO underscore les clés. Vous avez quelques exemples ici. Vous avez des options en S3 underscore, ça sert juste à configurer pour la CLI AWS la manière dont on va interagir avec S3 quand on fait des copies de fichiers. Donc ça touche à la façon de bufferiser, à la façon de rapproprier, de découper les fichiers, etc. lors des envois ou des récupérations. Donc ça ne touche pas l'authentification pour ces clés-là spécifiquement. Et il y en a encore d'autres. Il y a une liste assez extensive de choses qui sont documentées dans la documentation Amazon. Petit focus sur la configuration SSO. Teddy en avait parlé tout à l'heure. Il y a des manières en fait, de se connecter sans avoir d'access key, secret key. Ça passe par des moyens fédérés. Un des moyens fédérés les plus mis en avant aujourd'hui par Amazon est leur propre service qui s'appelle AWS SSO. Comme je l'ai dit il y a 2 secondes, je le rappelle, on a le pack avec les SSO underscore. Il faut un SDK compatible ou la CLI version 2. Encore beaucoup d'utilisation de la CLI version 1, vous ne pourrez pas utiliser le SSO avec. Et les SDK compatibles sont quand même assez anciens maintenant. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous prenez n'importe quelle version d'un SDK dans n'importe quel langage, vous n'avez aucun problème de compatibilité avec le SSO. Et une chose intéressante qu'il va falloir faire régulièrement pour valider votre session auprès du SSO, c'est un AWS SSO login. Alors, je spécifie le profil comme ça, AWS SDK sait quel profil de configuration SSO il doit charger. Et ça sert à quoi? Ça sert juste à une sorte de simili MFA. Ce n'est pas un MFA au sens propre, mais ça sert juste à pouvoir dire, quand je vais me connecter via le SSO avec Amazon, j'ai déjà renseigné en fait beaucoup de choses. Je vais dire à Amazon, oui, c'est bien moi qui essaie de me connecter, j'autorise ce device, et ça se base en fait sur une sorte de code hexadécimal de, je ne sais plus, 8 caractères qu'on renseigne dans une interface pour dire, oui, c'est bien ce device avec cet identifié-là que j'accepte qu'il accède au SSO. Je vous ai dit, les fichiers sont potentiellement assez sensibles dans leur structure, dans leur nom de variables. Il y a des possibilités de se faciliter un petit peu les choses. Le AWS Configure est une option qui est présente depuis très longtemps. L'invoquer sur un nom de profile sans aucun autre paramètre va vous ouvrir une interface interactive très simple qui va vous demander access key, secret key, nom de région et format de réception du retour de l'API AWS, et va vous configurer ce bloc profile que je vous ai mentionné avec ce qu'il faut de manière très très simple. Maintenant, c'est vraiment le scénario access key, secret key. Dans des scénarios un petit peu plus complexes, vous allez devoir faire du set et vous allez devoir passer vous-même. Donc, le moins profile, il est présent un peu partout. Ça sert à indiquer quel profil je veux manipuler ou configurer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'après le set,
Vous dites la clé que vous voulez utiliser, donc typiquement une de ces clés-là par exemple, et ensuite vous indiquez la valeur que vous voulez mettre. Donc typiquement, pour créer un profile, vous avez potentiellement 4, 5 appels à AWS Configure 7 avec les bonnes valeurs. L'intérêt, c'est que naturellement, l'outil va les mettre au bon endroit. Comme j'expliquais, il y a potentiellement plusieurs fichiers dans la configuration. Il va savoir que Access Key, Secret Key, ça va dans le fichier Credential par défaut. Toutes les autres options iront dans le config. C'est peu de choses, mais ça peut des fois être simple et éviter des erreurs qui pourraient arriver. Dernière chose, pour générer impérativement une configuration de profile SSO, je vous ai montré, il y a des options très simples de SSO underscore, 2-3 petites choses. On peut aller beaucoup plus loin dans les configurations et le modèle interactif qui va lister les options de configuration que vous avez dans le SSO et vous demander quel compte vous utilisez, quel rôle vous utilisez, etc., passera par cette commande-là, configure SSO. On va parler maintenant de l'ordre d'évaluation. Donc, j'ai un petit peu abordé la chose tout à l'heure dans les différentes options de configuration. Je vous ai mentionné 2-3 éléments. Il faut savoir que le modèle est prévu pour être en cascade. Il y a des choses qui sont évaluées en première. Si on ne trouve pas de valeur pour configurer, on passe à l'étape suivante, puis à la suivante, et ainsi de suite. Mais dès qu'on trouve une option de configuration, on s'arrête là. C'est intéressant, c'est que ça permet d'avoir une même configuration présente à plusieurs endroits, mais d'avoir des, entre guillemets, des sorties plutôt un peu comme le modèle que présentait Teddy tout à l'heure avec un gros arbre où il y a des endroits où on avait des résultats immédiats. Alors, ce n'est pas sur l'authentification IAM, mais c'est plutôt sur de la gestion de configuration. Mais l'idée, c'est que d'abord, on a les paramètres de CLI qu'on va passer par exemple à AWS CLI. Ce que je vous montrais tout à l'heure, le moins profile, il prend le dessus sur toute option de configuration qui serait présente dans l'environnement pour dire le profile à utiliser, c'est celui-là. Mais justement, dans les variables d'environnement, j'ai une valeur qui s'appelle AWS_profile que je peux mettre et sans modifier ma commande, elle est tout le temps la même, je fais par exemple un S3LS, dans un cas, je vais pouvoir exploiter tel profile, dans un autre cas, je vais pouvoir utiliser tel autre, en modifiant la variable d'environnement. Donc, c'est une manière de faire. Il y a aussi des valeurs pour pouvoir exposer les access secret keys, mais dans ce cas-là, ce que vous noterez, c'est qu'elles sont prioritaires par rapport à toute option de configuration qui resterait derrière. Donc, les fameux fichiers de configuration, d'abord le credential puis la config, et en tout dernier, les options EC2, ECS, c'était les endpoints que j'ai mentionnés tout à l'heure qui sont présents dans les environnements des services Amazon particuliers. S'il n'y a rien d'autre avant, c'est cela qu'on exploite. Et donc, c'est dans ce mécanisme-là qu'aujourd'hui, dans une instance EC2, si vous avez assigné un rôle, automatiquement, par défaut, vous allez exploiter le rôle de cette instance parce qu'il est présent dans la pile des évaluations. Ça peut être assez compliqué de savoir où on en est. Aussi, est-ce qu'on a des profils disponibles, d'où ils viennent, etc. Il y a une commande qui existe qui s'appelle listProfile qui va vous donner tous les profils qui sont présents dans votre configuration. Ça peut aider à décider. Et aussi, si vous avez besoin de consulter le profil X pour savoir comment il est construit, qu'est-ce qui est évalué par rapport à cet ordre que j'ai mentionné qui peut être assez complexe, si vous faites un configure list, il va vous marquer les valeurs et les sources. Alors, il va quand même masquer des choses. Les credentials ne vont pas apparaître en clair complètement. Il y a une partie qui sera masquée, mais vous saurez d'où ils viennent. Et il vous indiquera aussi si c'est l'affiché de configuration, l'environnement, le endpoint, etc., qui sera la source de cette valeur-là. Et en dernier point, vous pouvez aussi contacter Amazon pour lui dire au fait, dans mon profile, je suis authentifié, mais je suis qui? Et du coup, le getCallerIdentity, Amazon va vous renvoyer en vous disant tu es tel user ID, le fameux user ID que tu mentionnais tout à l'heure, il sera présent dans ce retour. Tu es connecté depuis tant avec tel modèle de connexion. Enfin, il y a 4 ou 5 champs dans un retour JSON qui permettent de savoir exactement qui je suis et de m'assurer que je ne suis pas sur la mauvaise session. Donc, c'était assez dense. Mais je vous demande encore un tout petit peu d'attention sur un point en particulier, c'est le cas du code externe. Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est la fameuse notion de credential process dans les options. C'est un élément qui est assez important parce que typiquement, Teddy peut en parler, on a eu besoin d'utiliser ce genre d'outils dans notre contexte de mission. Pour la raison était simple, c'est qu'on exploitait une solution qui était compatible avec Amazon pour l'authentification, mais qui n'était pas compatible avec le modèle CLI standard, parce qu'on exploitait un SSO SAML externe à Amazon, et donc on n'avait pas les options de configuration SSO que j'ai pu présenter, et on ne pouvait pas non plus exporter des sockets puisqu'on était sur un autre modèle de configuration. Pour faire ça, Amazon documente un format JSON qu'une commande externe va devoir renvoyer dans la console de son exécution à l'appelant, donc le SDK ou la CLI, qui va lui permettre de transmettre access key, secret key, token, etc. pour que en fait, la CLI envoie
ces tokens à Amazon pour dire, voilà, je suis authentifié avec telle session. C'est un système qui est présent depuis un certain temps maintenant, qui est très robuste. Après, la robustesse, bien sûr, se limitera à la robustesse de l'outil externe que vous allez utiliser. Mais ça permet de résoudre beaucoup de problèmes où on serait potentiellement bloqué parce qu'il faudrait passer par des trucs un peu alambiqués. Là, c'est directement intégré dans le SDK ou dans la CLI AWS et c'est de la même manière que le reste, totalement transparent. À chaque appel, en fait, il va appeler l'outil externe parce qu'il n'y a pas de cache. C'est ça qui est important. Le cache est désactivé dans ce cas-là. C'est documenté par Amazon comme étant à gérer soi-même. Mais dans ce cadre-là, on peut en fait plugger ses propres outils externes dans le modèle d'authentification d'Amazon standard. Quelques outils compatibles. Vous avez déjà pu voir tout à l'heure dans ma configuration exemple un outil qui s'appelle AWS Vault. Je rentre dans le détail un petit peu, mais globalement, il permet de résoudre le problématique où on a un fichier credential avec des valeurs en clair sur son disque, en chiffrant le contenu de ce fichier d'une autre manière. Et dans ce cas-là, c'est un outil extérieur au SDK ou à la CLI, donc il faut l'appeler via ce modèle de credential process. Après, si vous avez votre propre solution, votre propre besoin, vous pouvez trouver des outils externes par rapport à vos besoins ou le créer vous-même. Dans la mesure où c'est une commande locale, vous pouvez faire ce que vous voulez, lancer du Python, du Go, je ne sais pas, demander à la NASA votre mot de passe, vous faites ce que vous voulez, c'est par rapport à votre contexte. On arrive à la fin de ma présentation, on va arriver un petit peu sur les conseils que je peux vous donner et les choses à retenir. Donc, il y aura des répètes par rapport à ce qu'on a dit juste avant. On va vérifier si vous avez tout suivi. C'est l'occasion de rattraper des choses qui auraient pu être loupées. Déjà, la notion de profile, elle est vraiment standard avec tous les outils Amazon officiels. Elle est implémentée depuis très longtemps. Elle est aujourd'hui stabilisée. Il y avait des petites variances suivant les SDK parce qu'ils ne volaient pas forcément tous à la même vitesse. Aujourd'hui, hormis les options qu'ils pourraient rajouter maintenant, tout est compatible au niveau configuration standard. Pour des scénarios très simples, vous avez toutes les primitives qui sont déjà présentes avec les options de configuration principales. Pas besoin d'aller écrire du code, d'aller développer des choses. Par contre, dans le cas où vous êtes sur quelque chose qui n'est pas aujourd'hui connu par Amazon parce que c'est spécifique à votre situation ou c'est quelque chose qui n'est juste pas dans les flows standards, vous allez pouvoir écrire du code. Et du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est le maintenir, le plugger avec le modèle de JSON documenté, comme je le disais, et s'assurer qu'il fonctionne. Tout ça repose bien sûr sur les versions des SDK CLI. Comme j'ai dit, c'est standard, mais il y a potentiellement des fois des petites divergences qu'il faut bien vérifier. Et il y a des fois des implémentations dans certains outils qui sont buggées et qui sont corrigées dans des versions supérieures. Donc, il faut bien s'assurer aussi que l'outil qu'on utilise a bien le bon SDK embarqué. Les variables d'environnement, si vous les mettez, elles sont prioritaires dans l'évaluation. Du coup, elles peuvent écraser tout ce que vous avez dans le fichier de config. C'est une expérience que j'ai déjà eue, un peu douloureuse. Donc, je vous conseille de passer par les outils, les commandes de listing pour voir d'où viennent mes valeurs et comprendre potentiellement que c'est ça le souci. Le fichier credential tel qu'il est utilisé nativement par les outils Amazon, il est en clair et il contient des secrets. Attention, danger. Deuxième slide, et c'est la dernière de takeaway. Pour favoriser l'utilisation, moi je vous conseille une chose, c'est dans vos outils applicatifs, dans vos codes applicatifs. Si vous voulez pouvoir réutiliser votre code dans différents contextes, et je vais expliquer un peu plus en détail ce point-là, ne réservez que des noms. Vous spécifiez qu'à tel endroit, je vais utiliser le profile qui va s'appeler, je ne sais pas, remote. Dans un autre cas, je vais l'appeler, par exemple, le par défaut. Et ça va permettre une chose, c'est que dans un contexte automatisé, par exemple une CI, vous allez avoir un modèle de fourniture de vos credentials, par exemple, basé sur une variable d'environnement qui a été setée dans la CI, qui est un secret et qui va être uniquement chargé par la CI. Donc, dans ce cadre-là, elle va être capable de l'exploiter parce qu'elle va le trouver dans les variables d'environnement. Et puis, vous avez le même code qui doit tourner sur le poste d'un développeur, et lui, vous ne voulez pas qu'il ait le même modèle avec une clé qui se traîne dans la nature, qui est potentiellement plus facile à leak, etc. Vous allez voir qu'il se connecte via votre modèle de SSO entreprise. Et du coup, il va faire son propre configuration de profile qui aura le même nom que celle dans la CI, mais qui ne fera pas du tout la même chose. Et à la fin, le code n'y verra que du feu, parce que lui, tout ce qu'il récupérera, c'est les manières, les identifiants auprès d'Amazon d'API. Il ne saura pas que d'un côté, on a fait ci, de l'autre côté, on a fait ça. Ça augmente grandement la réutilisation du code. Donc, c'est comme ça que moi, je vous conseille de le faire. Il y a une petite nuance qui est possible quand même d'avoir.
Déjà, une chose, par contre, c'est dans ce cas-là, utiliser le configure list pour vous aider à débugger et savoir vraiment dans votre environnement ce qui se passe. Il est facile d'avoir des fichiers du coup qui traînent, qui vont surcharger les précédents que vous vouliez utiliser et de ne pas le voir. Mais ce que je voulais dire, c'est important, c'est que dans certains cas, vous voulez forcer un passage par un assume role X, parce que c'est comme ça qu'on doit accéder à cet outil-là à partir de telle source et pas via une autre solution. Dans ce cas-là, vous pouvez quand même imposer dans votre code que tel profile, il va utiliser tel rôle obligatoirement. La source, elle peut être libre, repartir sur le modèle que je disais, CI versus SSO, mais d'avoir quand même cet assume role sur le parcours. C'est une possibilité et il y a des use cases qui sont tout à fait valables par rapport à ce besoin-là. Dernière chose importante, alors je vous ai dit, je déconseille d'utiliser le credential personnellement. Par exemple, j'utilise des outils qui me permettent de ne pas utiliser le credential tel quel, mais il y a quand même des outils qui vont checker qu'il est présent. C'est dommage. Dans ce cas-là, on met un fichier vide et puis ça passe. Il n'y a rien dedans, ce n'est pas un cas d'erreur. Il est présent quand même, mais l'avantage, c'est qu'il ne leak pas des choses qui pourraient être dangereuses pour votre sécurité. On arrive à la fin de cette présentation. Je vous rappelle le lien Open Feedback. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi. Donc, c'est le même lien que celui de Teddy. Vous allez voir, il y a deux espaces différents. Et puis, je suis ouvert à vos questions si vous en avez. Merci à tous pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions du coup? Non, vous avez faim, vous avez soif? Est-ce que j'ai été trop long? Excusez-moi dans ce cas-là, mais promis, maintenant je vous libère. Non, on est bon, on est dans le bon timing, hein, pas de souci. Parfait. Pas de questions du coup pour Benoît? Bon, on vous laisse échanger du coup après. Merci d'être venu en tout cas pour ce dernier meet-up du temps fort. Meet-up du coup co-organisé avec AWS User Group et WeScale. Et donc du coup, il y a un buffet qui vous attend là-bas avec de quoi boire, de quoi manger. Et on vous souhaite une bonne soirée du coup. Merci beaucoup, à la prochaine.